Aujourd'hui, beaucoup vous parlent de la stratégie et quand on creuse un peu dans les produits, parfois on est un peu surpris quant à l'inculture ou le manque d'informations qu'on pourrait avoir sur certains aspects. Donc l'idée, c'est de faire un petit panache de tous ces aspects et de trouver un moyen de comparer des choses qui, à première vue, ne sont pas comparables. Alors, en préalable à tout ça, je voudrais juste arriver sur une ébauche, puisque malheureusement, on ne peut pas aller très loin en la matière aujourd'hui. La loi est votée, mais la loi est sous l'attente d'ordonnances et de décrets d'application. C'est la loi Pacte qui va introduire énormément de réformes. L'épargne retraite va être touchée au travers d'une centralisation d'un produit unique, dont aujourd'hui on a quelques inquiétudes quant au contournement applicable sur ce sujet-là. L'idée serait de faire un produit unique. Bon, en soi, je ne suis pas contre, hein, mais quand vous voulez faire un produit unique de dispositifs qui sont aujourd'hui totalement hétérogènes, ben, je ne sais pas comment on va arriver à sortir son épingle des cheveux en la matière. J'ai quelques doutes sur le sujet. Alors, juste avant d'aller plus loin, j'ai fait un petit préalable sous forme, alors, pas de quiz, mais un peu de questionnaire, sur, aujourd'hui, quels sont les droits à retraite d'un expert comptable. Basique, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Par rapport aux autres, c'est plutôt bien. C'est pas top, mais c'est plutôt bien. La retraite d'un expert comptable, vous savez, se décompose en deux parties, ce qu'on appelle la retraite de base et la retraite complémentaire. On va voir, mais en tout cas, où on en est aujourd'hui. Ce qui est, encore une fois, je vous le dis, plutôt positif. Alors, on va commencer par du truc simple. La retraite de base. La retraite de base, c'est un nombre de points fois la valeur du point. Hein, en grosso modo, ça fonctionne à première vue exactement de la même manière que le régime de la retraite complémentaire. Et alors, une question, combien vaut le point aujourd'hui? Allez, à 1 euro près. Comme ça, je vous donne une marge de manœuvre relativement importante. À 1 euro, et vous me dites 1 euro, vous avez juste. Pourquoi? Parce qu'on est à peu près à 0,57 centimes le point. Très franchement, vous annoncez que le point, il est à 57 centimes ou sera 12 euros, on s'en fout. Ça ne sert à rien de savoir combien vaut le point si tu ne sais pas combien il y a de points. Alors, combien on a de points? Ça paraît tout bête, hein, mais je vous jure, c'est énorme. C'est là que tu peux t'éclater parce que tu peux vite cadrer. Il faut regarder sur sa feuille, mais même sans regarder sur sa feuille, au taquet du taquet, vous savez combien on peut en avoir ou pas? C'est ça qui est intéressant. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc si je vous donne au maximum ce que vous aurez, vous ne pouvez qu'espérer. Certains diraient caresser l'espoir. Alors, le régime des retraites fonctionne par tranches. Les tranches, c'est des plans forts annuels de la sécurité sociale, ce qu'on appelle l'acronyme, hein, CPAS. Alors, le nombre de points, je peux vous faire caresser l'espoir d'aller chercher jusqu'à 550 points. Énorme. Par an. D'accord? Ça fait 10 points. Ça fait 20 points. 20 points à 50 centimes le point. Vous avez gratté 10 euros de retraite brute annuelle par an. C'est une fois que tu sais qu'en bossant comme un bourrin, tu vas gratter 20 points, c'est-à-dire 10 euros de retraite brute annuelle, tu vas te dire, est-ce que ça vaut le coup de bosser? Alors la question, c'est comment on fait pour avoir 530 points? Il faut gagner au moins un pass. Le régime des 530 points, c'est un régime progressif qui fait que vous atteindrez le seuil maximum à partir de un pass. C'est-à-dire, tout expert comptable qui gagne au moins l'équivalent de 40 000 euros par an prend ses 530 points. Et là, les 20 points qui manquent, il faut aller jusqu'où? Et il faut aller jusqu'à 5 passes. Tu gagnes 40 000, tu as 530 points, tu gagnes 200 000, tu en as 20 de plus. Ça vaut le coup d'aller chercher les 160 qui manquent. Hein. Je pense qu'on va plutôt se focaliser sur la première partie. Alors, vous noterez que le taux de cotisation est relativement faible. Hein, c'est important de comparer, par exemple, au RSI. Le RSI, c'est plus que ça. Hein. C'est plus de 17% de cotisation. Sauf que le RSI, il a le taquet à partir de 1 pass. Et au-delà de 1 pass, le RSI paye combien? 0,60. Sauf que les 0,60, ils produisent 0. Donc, moi, je préfère payer 1,10 et que ça produise que payer 0,60 et que ça ne produise rien. Et la particularité, c'est que les 1,87 au lieu de 5 passes, au-delà de 5 passes, c'est fini. Alors que les 0,60 du RSI, c'est du déplafonné. Donc, tu les paieras jusqu'au bout. Les 10-10, c'est les 1,87
qu'on a ici, plus les 8,53, c'est ça? Concrètement, ça rend combien? Je suis parti doucement. C'est-à-dire, je suis parti sur 530 points par an. Et je vais cotiser par 43 ans. Pourquoi 43 ans? Parce que c'est le nombre de trimestres minimum qu'il faut pour un salarié pour avoir la retraite à taux plein. Hein, il faut comparer des choses comparables. Alors, 43 fois 530, ça nous fait 22 790 points. L'euphorie pourrait vous gagner, qui est de dire, j'ai gagné 22 000 points. Ouais, mais quand tu ne sais pas combien il vaut, c'est toujours un peu délicat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai multipliés par 0,57. Vous sentez le truc venir ou pas, là? Ah ouais, fort, hein? Ça fait 12 967 € brut annuel, 1080 brut mensuel. C'est la retraite de base. OK? Vous noterez que j'ai mis brut. Donc, une question légitime vous amène à vous dire, mais au fait, qu'est-ce qui reste en? Ben, qu'est-ce qu'on va retirer? Ben, on va retirer les prélèvements sociaux, la CASA et le 1% maladie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les 8,30 de CSG, j'ai enlevé la CRDS classique, j'ai enlevé la CASA, 0,30, et j'ai enlevé l'assurance maladie, 1%. Le tout cumulé, ça fait 10,1% en la matière. Et quand j'enlève 10,1%, vous finissez à 11 658 net, 971 net. Bon, j'ose espérer, vous ne comptez pas là-dessus. Enfin, ça vous paiera le pain, un peu de course, mais enfin, on n'ira pas très très loin en la matière. Pour autant, quand vous comparez au régime des salariés, vous savez, le régime aligné, c'est lui le plus rentable. Hein. Parce que quand tu vois la quantité de cotisation que tu as payée pour avoir 300 balles de plus en ta salarié, tu te dis qu'il vaut mieux payer 50% de cotisation en moins et gratter 300 balles en moins. En termes d'effet de levier, c'est elle qui est la plus efficace en la matière. Et après, je suis allé plus loin en disant, allez, soyons fous, je suis un psychopathe, je vais gagner 200 000 € par an pendant 43 ans pour aller gratter les 20 points. Ah bah attends, peur de rien moi. Hein. Les 20 points, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 26 650 points, donc on a gratté 4 000 points. 4 000 points à 56,90, ça nous fait 13 457 brut, 1121 en mensuel, et on finira à 1008. Donc vous avez gratté la somme considérable de 37 € net de plus par mois en gagnant 200 000 € pendant 43 ans. Donc, on peut légitimement considérer que la retraite de base n'est pas l'élément fondamental en matière de rémunération, si tant est que ça perdure en la matière. Et alors, je me suis dit, bon, on va les amener plus loin, parce que s'ils ont compris que ce n'est pas la base qui va les sauver, on ne va plus trop travailler sur la complémentaire. Comment fonctionne la complémentaire? Là, on est par tranche. Mais ça, c'est pour acquérir le nombre de points. Mais la valeur retraite, ça sera le même système que tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de points moins multiplié par le prix de vente. Quel est le prix du point? Encore une fois, ça ne sert à rien de connaître le prix du point si tu ne sais pas combien tu en accumules. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder le barème. Vous allez gagner minimum 48 points, vous en gagnerez maximum 1500. Attention, par an. Donc, vous faites 1500 fois 1,15. D'accord? Ça fait à peu près 1700 €. Mais attention, c'est 1700 € de rente annuelle brute, mais par an. Donc, si tu travailles à ce niveau-là pendant 10 ans, tu fais x 10, x 20, x 30, x 40, x 50. Donc là-dessus, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait moduler sur Excel. Alors, je ne sais pas si tu peux me basculer sur le petit fichier Excel, Laurent. Je vous ai fait un petit truc. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est plus pour vous hein, que pour moi. Je me suis amusé à vous faire un petit calcul, une petite projection. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous donne quelques éléments en la matière. Un petit calculateur où vous mettez le nombre de points que vous avez déjà accumulés si vous êtes déjà en activité. Ou alors, vous partez à 0. Ensuite, vous déterminez quel va être votre revenu social moyen. Le revenu social, c'est celui qui va servir de base de calcul au cotis. Combien vous allez cotiser? Donc, si je pars à 0, bah, ça veut dire qu'il me reste encore 43 ans à bosser. Si j'ai déjà des points accumulés, je me reste le nombre d'années qui me reste à cotiser. Vous mettez le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, moi, j'ai mis celui de l'an dernier, on peut le mettre celui de cette année. Et là, le système va automatiquement, sur la base de votre revenu, calculer combien vous cotisez en annuel à base, combien vous cotisez en annuel au
complémentaire, en appliquant le barème qu'on a vu tout à l'heure. Ça n'a pas de raison fondamentale, mais ça vous donne une idée de la quantité de cotisations qu'on paye chaque année. De ces cotisations, qu'est-ce que je fais? Je calcule le nombre de points que je vais pouvoir accumuler chaque année grâce à ces cotisations. OK? Le logiciel ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le nombre de points que vous avez déjà acquis et il va rajouter le nombre de points que vous cumulez chaque année fois le nombre de durées de cotisation que vous souhaitez prendre en compte. Et il calculera automatiquement le nombre de points. OK? Le système va ensuite revendre les points au prix ici et vous calculez le montant de la retraite brute. Et si tu peux descendre un tout petit peu, Laurent, qu'est-ce que je fais? Je calcule la retraite de base brute, la retraite complémentaire brute, la retraite brute annuelle. De cette retraite brute, je retire les 10,1% qui est le taux de cotisation et vous avez le montant de la retraite annuelle avec un petit calcul qui vous donne le taux de remplacement de votre cotisation. En fait, combien vous gagnerez à la retraite par rapport au dernier revenu conçu. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça a le mérite d'être assez efficace et de savoir à peu près où on va. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des paliers. C'est-à-dire qu'à un endroit, le taux de remplacement, il est monstrueux. Est-ce que, Laurent, tu peux mettre 80 alors, descends, ouais. Je ne sais pas si tu vas pouvoir cliquer. Avec les flèches, sinon. Je ne sais pas si tu peux cliquer parce que c'est des images. Il faut faire avec les tables ou avec le... Voilà. Remonte et tu mets 80. 81 000, pardon. 80 ans. Et tu descends et regardez le taux de remplacement. Ah, il faut que tu fasses avec la petite flèche, voilà. On est à 75% de taux de remplacement. Cherchez pas, c'est pratiquement le maximum que vous pouvez avoir. Alors vous allez me dire, comment c'est possible? Tout simplement, c'est qu'à 80 000 euros, tu es dans la tranche de retraite complémentaire la plus efficace. C'est-à-dire, c'est celle qui donne le max de points par rapport à ce que tu gagnes. Pourquoi? Parce qu'au-delà, tu vas payer plus de cotisations, ça va générer plus de points, mais le surplus de points n'est pas aussi efficace que le surplus de points que vous allez avoir en la matière. Pour ceux qui ont quelques notions, je pense notamment à Antoine Périve, vous avez un système qui s'appelle le solver. Le solver, c'est un système où tu lui dis, tu prends la case ici et tu te démerdes pour trouver le taux le plus élevé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire changer tous les paramètres que vous voulez. Il va vous dire, la meilleure combinaison, c'est de cotiser pendant tant d'années. Vous seriez aujourd'hui à X points, il vous reste 10 années à cotiser, vous lui dites, trouve-moi le solver, combien je devrais gagner pour avoir le taux de remplacement le plus efficace. Alors là-dessus, voilà, j'ai fait ce schéma-là. À savoir que je vous ai fait les niveaux de revenus social, c'est-à-dire base de cotisation, et la retraite qui va en découler, en supposant que je vais gagner ce revenu de manière linéaire pendant 43 ans. Et vous apercevez que, effectivement, 80 000, c'est le niveau où le pourcentage de remplacement est le plus important par rapport au net perçu. Mais vous voyez qu'effectivement, plus je gagne, plus ma retraite va augmenter. Puis va arriver un moment, tiens, il y a des paliers qui arrivent. Pourquoi? Parce que dans toute cette ampleur-là, la seule chose qui aura un véritable effet, c'est la retraite complémentaire. Or, la retraite complémentaire, il y a un palier qui est très très large, pendant lequel vous payez la même quantité de cotisation. Ce qui fait que vous aurez toujours la même retraite de base, alors vous gagnez plus. Il faut juste avoir conscience de ça. Et au-delà d'un certain seuil, la retraite, elle est plafonnée. Pourquoi? Parce que c'est le seuil à partir duquel la retraite complémentaire, elle arrive au bout du bout, ne peut pas aller plus loin. Et la retraite de base, elle va jouer, on l'a vu combien? 8 euros, 24 euros, je ne sais plus, enfin 37 euros net par an. Vous l'avez compris, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut parfois arriver à le taux d'efficacité le plus élevé ou à l'inverse. Et c'est là-dessus que j'aime bien travailler, c'est faire prendre conscience à des dirigeants TNS qu'ils ont la chance d'avoir des rémunérations plutôt confortables, mais ils doivent avoir conscience qu'à compter d'une certaine rémunération, le régime social, il ne prend plus la suite. Il a dit, moi j'ai fait mon taf, maintenant tu te débrouilles. Si demain, tu veux que ton taux de remplacement soit plus important, c'est plus le régime social par répartition qui fera, mais c'est le régime social par capitalisation. D'où la nécessité de l'épargne retraite. Ça paraît tout bête comme schéma,
Mais quand tu es dirigeant, que tu as compris que l'État français prend le blanc, qu'aujourd'hui tu gagnes le bleu et que si tu veux aller au-delà, c'est toi qui dois faire l'effort d'épargne, allons-y. Mais ce n'est pas possible de se dire le blanc ira plus haut. Hein. C'est un grand classique en la matière. Donc, fort de tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur la nécessité d'épargner pour sa retraite. Du moins, si je veux avoir quelque chose qui va au-delà du blanc qu'on a vu tout à l'heure pour se rapprocher le plus du bleu. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'aborder différents aspects. Alors, on ne peut pas tout faire, hein. On a très peu de temps en la matière, mais en termes de produits, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On va imaginer de l'épargne tunnelisée ou de l'épargne libre. L'épargne tunnelisée, comme son nom l'indique, c'est quand tu rentres dans le tunnel, tu ne pourras sortir qu'au bout du tunnel. Il n'y a pas d'échappatoire dans le dispositif. C'est ce qu'on appelle l'épargne retraite, qui est plutôt l'épargne retraite privée, le PERP, et l'épargne retraite professionnelle, l'article 83, le 39 et le Madelin. Les régimes des salariés, les régimes des non-salariés et l'épargne privée. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la loi Pacte, elle veut fusionner les 4 cases, enfin les 4 trucs. Hein. Fusionner 4 trucs qui marchent tous de manière différente. L'épargne libre, qu'est-ce que ça va être? L'épargne privée, c'est-à-dire je vais financer sur mes deniers personnels de l'assurance vie, du contrat de capi ou du PEA, on verra ce qu'il en est. Et sinon, vous avez la possibilité de dire, tiens, je ne veux pas épargner sur du Madelin, sur le PERP, je ne veux pas épargner sur de l'assurance vie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser le pognon dans ma boîte et je vais laisser encapsuler l'argent dans ma société. Je le sortirai à terme si tant est que j'en ai besoin. Fort de cela, avec Pierre-Yves, on s'est dit, mais comment on va pouvoir comparer des choses qui sont pas comparables? Enfin, comment tu peux mettre en parallèle de l'épargne retraite, de l'assurance vie, du PEA et de l'encapsulement à l'IS? C'est un peu chaud quand même en la matière. Donc on s'est dit, on va essayer de faire une petite grille d'analyse sur lesquelles on va travailler sur les principaux aspects. Première chose, est-ce que vous savez combien ça coûte d'épargner sur chacun de ces produits? Ça coûte, hein? Mais ça coûte combien? On sait pas. Ah, si, il faudrait le savoir. On va l'apprendre, mais il faudrait le savoir. Deuxième chose, quand je sais combien ça me coûte de capitaliser sur ces différents placements? Capitaliser sur un PERP. Tous les ans, les intérêts du PERP, vous payez de l'impôt dessus ou pas? Non. Donc, on capitalise sans fiscalité. Par contre, si vous capitalisez dans une structure IS, chaque année, votre structure IS va placer l'argent va générer des produits financiers ou produits de type de participation. Les produits sont exos, ils passent à la casserole. Ils passent à la casserole. Donc, forcément, on aura un écart sur le sujet. Troisième chose, est-ce que l'argent est disponible en phase d'épargne? Et si elle est disponible, combien ça me coûte? Quatrième chose, est-ce qu'à terme, l'épargne est totalement disponible? Et si oui, quelle est la taxation? Et cinquième chose, tout bête, et si demain je meurs, où va le pognon? Et c'est là que tu vas un peu transpirer, parce que des rentes, quand tu meurs 6 mois après le déclenchement de la rente, tes co-rentiers, c'est-à-dire les autres blaireaux de la même compagnie d'assurance, ils sont contents. Parce qu'ils vont bénéficier de ce qu'on appelle du bénéfice de survie. C'est qu'eux sont encore à vie, mais tu en as un autre qui claque. Et donc, on répartit l'argent qui a dépassé en la matière. Et si tant est que je meurs, est-ce que c'est transmis? Si oui, quelle année ça? Fiscalité. 2-3 points, vous allez voir qu'on va être parfois un peu surpris de la réponse. Sur le coût de fabrication, ça c'est le point sur lequel on s'éclate le plus avec Pierre-Yves à comparer nos simulateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends le coût global pour une entreprise et la première chose que je supporte, c'est bien évidemment le frottement social, les cotisations sociales sur ma rémunération. Vu que ce n'est pas assez, on me demande mon frottement fiscal et de ce frottement fiscal, je vais enfin avoir du revenu disponible. Ouais, sauf qu'une fois que tu as ton revenu disponible, tu vas déjà subvenir au coût de la vie. Et si tant est qu'il t'en reste encore un peu, qu'est-ce que tu auras? De la capacité d'épargne. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je viens de Clermont-Ferrand, capitale auvergnate, pour lesquels la propension à faire du rectangle à droite est assez massive. Ça, ils sont assez compétents. Et ma sœur dispose d'une capacité qui est incommensurable, parce que je ne sais pas comment elle fait, mais des fois, je me demande si elle n'arrive pas à avoir un rectangle à droite plus important que le rectangle du milieu. Et là, tu dis, elle dispose d'un talent que je n'ai pas. Mais bon, peu importe, toujours ici. Donc aujourd'hui, demander à un client d'épargner pour compléter son régime de retraite, c'est générer du rectangle de droite.
Sauf que pour générer du rectangle de droite, il faut générer du rectangle de gauche. Et c'est là qu'il faut essayer de trouver l'effet de levier. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Je pense que Pierre-Yves est beaucoup plus à même de vous expliquer ce qu'il en est. Mais toujours est-il qu'il va falloir expliquer à son client qu'aujourd'hui, on va pouvoir trouver un système où on peut épargner après le frottement social. Donc, je vais épargner ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épargne retraite tunnellisée. Et puis sinon, vous aurez le dernier cas, c'est celui qui ne va pas épargner à titre perso, mais qui va faire épargner son entreprise. Qu'est-ce qu'il aura? Il aura l'IS à payer, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va encapsuler le résultat net d'IS. Donc vous l'avez compris, la première chose dont il doit avoir conscience, c'est qu'il n'aura pas la même capacité d'épargne selon qu'il épargne après le social, ou après le social et après le fiscal, ou qu'il il épargne après l'IS. OK? Là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, je suis revenu sur le produit, du produit à la stratégie. Le PERP a quelques atouts. Alors, je ne les ai pas tous listés, mais j'en ai quelques-uns. Par exemple, le PERP, vous ne pouvez pas éluder le fait que ça permet d'encapsuler les produits. L'argent qui est accumulé dans un PERP, chaque année, vous n'avez pas à payer de l'impôt dessus. Ni d'impôt sur le revenu, ni de prélèvements sociaux. Deuxième contrepartie, c'est que le PERP n'est pas soumis à cotisation régulière obligatoire. Si une année je veux arrêter de cotiser, j'arrête. Si une année je veux surcotiser, je peux. Vous avez la possibilité de déduire les primes au niveau fiscal avec une déductibilité qui est plafonnée et surtout la possibilité de faire vos report pendant 3 ans. Et quatrième atout, c'est un revenu à vie, donc c'est quand même du viager, ce qui fait que si on vit longtemps, ce revenu est garanti et il ouvre la possibilité de sortir en capital. Alors je vous ai fait quelques focus là-dessus pour être bien sûr qu'on ne se trompe pas en la matière. Première chose, on va travailler sur la déductibilité. Combien on peut cotiser sur un PERP? Au max du max, hein. Soyons fous, hein. Peur de rien. La base de déduction du cotisation PERP, c'est un pourcentage. Déjà, quel est le pourcentage? 10. De quelque chose. Du revenu, pas du revenu fiscal de référence, du revenu professionnel. Mais lequel? Imaginons, moi je suis un article 62. J'ai déclaré 100 000 euros. C'est 10 000 euros de 100 000 ou 10 000 euros de 90? C'est 10% des 90, c'est toujours 10% du net imposable, c'est-à-dire du revenu professionnel ayant été soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et de quelle année? Ce que je cotise en 2018, je cotise en 2019, excusez-moi, j'ai oublié de changer d'année, c'est fonction de ce que je gagne en 2019, c'est fonction de ce que je vais gagner en 2020, ou c'est fonction de ce que j'ai gagné en 2018. C'est ce que j'ai gagné en 2018. C'est 10% du revenu professionnel net imposable de N-1, et par net imposable, c'est après déduction des éventuels frais professionnels. Il y a un minimum? Il y a un plancher sur lequel on ne vous demande rien? Ah, c'est moins que ça. Le minimum, c'est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc avec un plafond à 40 000, ça veut dire que même, je peux déduire 4 000 même si je ne les ai pas gagnés 40. Et il y a un maxi, c'est 10% de 8 passes. On est large. Parce que 8 passes de rémunération nette des 10% font envoyer lourd quand même. Hein, donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais ils ne sont pas nombreux. Et alors la particularité, c'est que le plafond 2019 est donc fonction de 10% des revenus 2018, qui apparaît sur quoi? Sur l'avis d'imposition de 2019. Vous l'avez reçu, vous? Vous l'avez pas reçu, votre avis d'imposition? Alors, certains, suite à déclaration, l'ont peut-être déjà en ligne, mais moi, j'ai beau avoir déclaré, je ne l'ai toujours pas. Début juillet, entre début juillet et fin août. Voire fin octobre ou novembre pour ceux qui sont dans un bug informatique et qui ne passent pas. Le report en avant, vous savez ce que c'est que le report en avant? C'est que si vous n'utilisez pas le plafond de cette année, vous pouvez le reporter. Pendant combien d'années? 3 ans. Comment ça fonctionne? Alors déjà, c'est très compliqué, parce que depuis l'an dernier, vous avez vu comment c'est sur les avis d'imposition? Ils ne font plus le détail année par, ils font un cumul.
Ce qui fait que si tu n'as pas ta calculette pour savoir, ça va être compliqué. Et alors, comment on fait? Imaginons j'ai du disponible des 3 dernières années. Pour les consommer, comment il faut faire? Est-ce que je peux dire, je cotise 5 000 et les 5 000, il faut les prendre sur le disponible d'il y a 3 ans? Eh bien, la réponse est non. On nous dit que pour aller chercher du report, il faut toujours d'abord consommer le disponible de l'année. Donc, si ton plafond, c'est 4 000, mets 4 000 et après, on verra par la suite. Ensuite, imaginons que j'ai consommé le disponible de l'année. Je tape dans quel report? Le plus ancien ou le plus récent? Celui de N-1 ou celui de N-3? Ils sont assez cool, ça marche comme les revenus de déficit foncier. C'est qu'on consomme toujours le plus. On va d'abord consommer le N-3, puis consommer le N-2, puis consommer le N-1. Alors, accrochez-vous, c'est là qu'on sort les calculettes. À 10%, ça devrait le faire. Voilà mon historique de rémunération. J'ai, au titre de l'année 2018, perçu un salaire ou de la rémunération anti-62 à hauteur de 65 000. Retenu en net imposable pour 58 500, qu'est-ce que j'ai enlevé? Je vais enlever les 6 500. OK? Le plafond annuel de la sécurité sociale de 2018 est de 39 732. Question, quel est mon disponible, mon plafond? Ça, alors, je vous aide, c'est 10%. Mais la question, c'est 10% de quoi? De 65, de 58 ou de 39? 58, donc ça nous fera 5 850. Mais j'ai également du disponible au titre de l'année 2017 qui n'est peut-être pas encore consommé. En 2017, j'ai gagné 50, on m'a retenu pour 45 et le plafond était 39. Quel est le montant du plafond? 4005, 4950 et le dernier? Ah, il y en a qui ont envie de me dire 3006. Bah oui, vous reprenez la même formule que d'avant. Eh non. Ça sera 3804. Parce qu'il y a toujours à minima un plafond égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Sur mon avis d'imposition de cette année, on me donnera plafond de l'année 5850, plafond en report, le total de tout ça. Mais vous n'avez plus le détail. Ce qui fait que si votre client vous dit « je voudrais bien rattraper juste le dernier », si tu ne prends pas ta calculette, tu ne peux pas. Trouver, c'est impossible, ça ne marche pas. Ils ont éludé ce problème-là en sommant le global ici en nous disant voilà, ça fait 4 000, 5 000, 9 500, 12 500, 13 300. Tu as 13 300 € de plafond en report sans savoir d'où il vient et quel est celui le plus ancien qu'il faudrait utiliser en urgence, faute de quoi il sera perdu. Ensuite, je vous en ai fait un autre. Est-ce qu'on peut sortir en capital d'un PERP? Combien? 20, tout. Voilà, la tâche, c'est que tout le monde a raison. Donc, c'est cool, hein? Là où c'est plus compliqué, c'est, oui, mais vous êtes sûr que ça marche dans quelle situation? Alors, là, on est dans le cas particulier. On va aller dans le cas général où, effectivement, on nous autorise à sortir 20%. Attention, on ne pourra les sortir qu'à la liquidation du PERP. Ce n'est pas maintenant qu'on les sort, c'est plus tard. 20% et on nous dit que vous pouvez les sortir sans aucune justification. C'est déjà l'heure? Non, quand même pas. Vous pouvez sortir effectivement 100%. Et ces 100%, il faut les sortir dans l'objectif d'acquérir ça et sous condition qu'on n'en ait pas été propriétaire depuis les 2 dernières années. Ça, c'est une stratégie qui a été imaginée par le biais des transferts d'enveloppes. J'ai un Madelin sur lequel il y a 500 000 balles dessus. Et je suis propriétaire de ma résidence principale. Est-ce que je peux sortir le Madelin en capital? En l'état actuel des choses, la réponse est non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Transférer la provision mathématique du Madelin sur le PERP, ne plus être propriétaire de ma résidence principale, c'est-à-dire mettre en location l'actuelle et me mettre en location sur une nouvelle, et ce pendant 2 ans. Et au terme de 2 ans, la provision mathématique qui était jusqu'à présent sur le Madelin et qui est depuis sur le PERP est totalement appréhensible par le biais. Seul problème, c'est que ce n'est pas cadeau. Il faut payer. Et on paye quoi? Et bien là-dessus, et on en parlait tout à l'heure au petit déjeuner avec Frédéric, le principe, c'est que normalement, ce capital, il est taxé dans quel revenu catégoriel? J'insiste, c'est du capital. Hein. C'est un cash. Il est taxé au même titre que les retraites. Donc, il est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais à titre optionnel,
il est possible de demander une taxation forfaitaire à 7,5 après déduction d'un abattement de 10% non plafonné, ce qui fait que le taux réel d'imposition est de 6,75. Et tout à l'heure, on en parlait avec Fred au petit-déj, il me dit « J'ai des clients qui ont liquidé une partie de leur PEP à hauteur de 20% et ils ont récupéré 70% du montant capital. » Je dis à Fred, je dis « Mais non, c'est pas possible. Qui t'ait pris 10% au titre des prélèvements sociaux sur les rentes à titre gratuit, je veux bien. Mais tu ne peux pas être à 35. » Il fait, je te jure, ils ont pompé 35. Je dis, mais d'où vient ce bordel? Et bien, c'est après la discussion que j'ai compris. C'est que depuis 2019, il y a le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source soumet toute rente à titre gratuit, retraite, à une retenue à la source au taux du contribuable. Ce qui fait que si j'ai un taux de 25, l'assureur, il ne me donnera jamais 100. Il donnera 100 moins les 10, moins les 25. Si vous demandez à l'ultérieur la taxation des 7,5, que fera l'État? Il vous remboursera, sauf qu'il vous rembourser dans combien de temps? Ben, ça dépend le délai, enfin, le jour où tu liquides ton PERP. Si tu liquides ton PERP en janvier, il faut attendre combien de temps? 21 mois. Toute l'année en cours, plus le mois de septembre. Si tu liquides en décembre, tu n'as que 9 mois. Mais soyons vigilants parce qu'effectivement, c'est un élément qu'on n'avait pas jusqu'alors et qui est quand même, à mon avis, frustrant pour certains titulaires de PERP qui vont se voir aujourd'hui attribuer un capital qui est nettement plus faible que celui auquel ils auraient pu escompter. J'insiste, la sortie des 100% prend la même fiscalité. Hein, que ce soit les 20, les 100, la fiscalité est la même. Et en complément à tout ça, je voudrais juste revenir sur un point qui sera disponible tant dans le PERP que dans le Madelin, que dans le plan d'épargne retraite que la loi Pacte est en train de mettre en application. Ce sont les dispositions de l'article L132-23 du Code des assurances. Que dit cet article? Vous avez une idée ou pas? Il nous dit que vous pouvez sortir de manière anticipée la totalité de la provision mathématique en totale exonération d'impôts. D'impôts sur le revenu ou de prélèvements sociaux. J'insiste, de manière anticipée, c'est-à-dire qu'on peut rapprendre le capital avant même d'être parti à la retraite, ce qui est énorme. Alors, on l'a bien compris, le cadeau est gigantesque, mais il est soumis à quelques conditions. Quelles sont les conditions? Oui, il y a l'invalidité de deuxième et troisième catégorie. Surendettement, donc là, tu vois très vite où va aller l'argent que tu viens de débloquer. La liquidation judiciaire, 3. Fin des droits chômage, 4. Pas mal. C'est bien, c'est pas mal. Il en manque encore. Non, mais il y a un truc avec le conjoint. Non. Elle meurt. Ouais. Décès du conjoint ou partenaire de Pacs. Donc si tu as un gros Madelin et que tu es célibataire, tu traînes un peu dans la rue, tu en trouves un qui tousse et qui boite, d'accord? Tu dis, tu veux pas te paxer avec moi? Et une fois que tu es paxé, tu fais un croche-patte, il claque, tu récupères ton Madelin gratos. Tac. En stratégie patrimoniale, je ne peux pas faire mieux. Ah, donc, non, il y a plein de trucs, mais alors ça, c'est au taquet, tu ne peux pas faire mieux. Hein. Donc effectivement, il y a les fins de droit au chômage, mais il y a un autre paramètre, c'est également l'arrêt d'un mandat social depuis plus de 2 ans. Donc là, il faut avoir les moyens financiers de vivre pendant 2 ans, mais si je me fais lourder de mon mandat social, de ma SAS, parce que c'est mes enfants qui ont pris la suite, si au terme des 2 années, je n'ai pas trouvé de nouveau mandat social, je suis en droit de liquider mon dispositif d'épargne retraite. J'insiste, ça marque pour le PERP, pour le Madelin, pour l'article 83. Vous avez la liquidation judiciaire, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez l'indemnité de deuxième et troisième catégorie. Alors comme j'explique à mes enfants, hein, là on est proche du jardinage, hein, parce que tu ressembles plus à un légume qu'autre chose. Hein, donc, tu as le décès du conjoint ou partenaire, stratégie patrimoniale ultime, et le surendettement. OK? Ensuite, vous avez quoi? Les difficultés. Alors, j'en ai fait 4. Première chose, c'est attention à ce que le plafond n'ait pas déjà été consommé. Et là-dessus, vous allez voir, vous avez un peu de rôle sur le sujet. Je vais vous taquiner sur le point. Question, est-ce que l'argent sur un plan d'épargne retraite est un bien propre ou un bien commun quand je suis marié sous la communauté? C'est l'accord de casse qui nous l'a dit. Vous avez la socialisation des primes, c'est-à-dire que le fait que les cotisations soient déductibles du bénéfice imposable, ça ne veut pas dire qu'elles sont déductibles de la base soumise aux cotisations. Et puis surtout,
vous aurez la taxation de la rente au régime des rentes à titre gratuit, et ça coûte pas mal de pognon. Là-dessus, sur la déductibilité, est-ce que vous savez que le plafond peut être déjà consommé? Qu'est-ce qui consomme le plafond du PERP ou du PERP de cette année ou du PERP des années précédentes? Eh bien, ce sont les éventuelles cotisations Madelin, les éventuelles cotisations article 80 droit et les abondements sur le PERCO. Pour ceux qui sont adeptes de la déclaration de revenus en ce moment, c'est la case 6QS, dont mon expert comptable m'a jamais dit qu'elle existait. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul à pouvoir me dire combien il faut mettre dedans. Moi, je le sais, donc je ne le fais pas, mais techniquement. Donc, les cotisations Madelin, on nous dit qu'elles viennent utiliser le disponible du PERP. Mais elles ne viendront utiliser le disponible du PERP qu'une fois qu'elles auront absorbé tout ce qui était disponible dans la tranche à 15%. Vous savez que le Madelin, c'est 10% de mon bénéfice imposable, jusqu'à UPAS, et 15%, mais pour le bénéfice qui excède IMPAS. Pour cela, pour mieux comprendre, mieux vaut un exercice. Regardez. En 2019, j'aurai 70 000 euros d'article 62. Je dois être taxé sous la forme des salaires. Mes cotisations Madelin, dont le retraite, mais également la prévoyance et la santé, sont de 20 000. Le revenu social est de 90. Je paye des cotisations sociales sur les 90. Et le plafond de la sécurité sociale est de 40 000. OK? Question, quel est le plafond du Madelin? C'est 10% du revenu social. Je vous rappelle que le Madelin s'auto-alimente. Plus tu verses sur ton Madelin, plus tu as disponible. C'est un classique en la matière. Ça va être 10% de combien? De 90, 9 000. Les 15% vont s'appliquer sur combien? On l'arrondit à 40. 15% de 50. OK, ça nous fait 6 500, je crois à peu près. Ou 7 500, pardon, en la matière. 7 421. OK? Le plafond du PERP sera consommé dès lors que j'aurai cotisé combien? On nous dit que quand vous cotisez sur du Madelin, ici, le Madelin vient d'abord consommer les 15 et ensuite consommer les 10. Il vient en compète avec le PERP sur quelle tranche? Sur la première, la deuxième ou les deux? Il vient en compète que sur la première. Le PERP, c'est 10%. Ce n'est pas les 15. Ça signifie donc qu'en ayant cotisé 10 000 euros sur mon PERP retraite, les 10 000 euros, ils ont d'abord consommé les 9 ou d'abord consommé les 7? Ils ont d'abord consommé les 7. Ce qui fait que sur 10 000, j'ai consommé 7 400. J'ai donc 2 579 euros qui sont sur la tranche à 10. OK? Et c'est ces 2 579 qui viennent consommer le plafond du PERP. Ces 2 579, vous êtes censé les mettre sur quelle case? Si je suis déclarant 1, vous devez le mettre en 6QS. OK? C'est fondamental. Question, est-ce que l'assureur peut le savoir? Non. Puisque l'assureur, il sait combien tu as cotisé. Il ne sait pas combien tu as gagné. Est-ce que le banquier le sait? Non plus, puisqu'il n'est pas l'assureur. Le seul qui a l'information globale, c'est le dirigeant, bien évidemment, et éventuellement son expert comptable. Et c'est vrai que quand on veut taquiner, et quand je vais embêter parfois mon expert comptable, il est vraiment super. Hein. Je lui dis, au fait, il faut que je mette combien en 6QS? Il a un gentillesse de me dire, tu te démerdes, mais parce qu'il me connaît un peu. Et je dis, non mais sérieux, tu sais faire? Il fait, ouf, je me replonge un peu dans le bazar. Parce que cette ventilation entre sur le 15, sur le 10, d'abord consommé sur le 15 et l'excédent l'impacté sur le 10, il y a un peu de boulot. Ça pareil, si vous voulez un petit, je l'ai sur Excel, hein, si vous voulez, c'est un truc, je ne sais pas si tu veux que je le fasse passer. Est-ce que c'est un bien propre? Tiens, vous savez ce que c'est que le régime de communauté? Moi je dis toujours à mon épouse, je suis marié sous le régime de la communauté, mais j'ai un contrat de mariage, parce que j'ai un peu gonflé le truc, j'ai fait 2-3 modifier 2-3 trucs, et je lui dis, écoute ma chérie, la communauté c'est simple. C'est ce que tu gagnes est à moi, mais ce que je gagne est à moi aussi. Tu vois le concept. Elle dit, mais l'inverse est vrai, faut vérifier.
Vous l'avez compris, la communauté, c'est quoi? C'est que tout ce que j'ai de commun, ça appartient aux deux. L'épargne retraite, c'est un bien commun ou c'est un bien propre? Attention, grand fondamental des régimes matrimoniaux, distinguer le titre de la finance. Le livret A, il est au nom de Stéphane. L'argent qui est sur le livret A, il est commun. Le PERP, il est au nom de Stéphane, mais l'argent qui est dans le PERP, il est propre ou il est commun? L'argent qui est placé sur le PERP, il vient d'où? Des salaires. Les revenus professionnels dans le régime de la communauté, jusqu'à preuve du frontal, font partie de la... Donc on est tous d'accord que le PERP est un bien commun. Et bien la Cour de casse a dit non. Elle a dit non le 30 avril 2014. Pour une raison simple, c'est qu'elle est venue relire le Code civil. Et dans le Code civil, il y a ce qu'on appelle les biens propres par nature. Pas les biens propres par origine. Origine, c'est les biens reçus par donation, succession. Les biens propres par nature, on vous dit, c'est le linge personnel. OK? Mais c'est surtout les indemnités liées à un préjudice moral et corporel. J'ai un accident à la circulation, je trouve 50 000 euros, même si je suis sur la communauté, les 50 000, ils sont à moi, biens propres. Et dans les biens propres, il y a un truc dingue, mais franchement, avant le 30 avril 2014, je ne l'avais jamais lu. Je suis diplômé depuis 2001, donc ça fait quelques années que j'aurais dû le voir. Dans les biens propres par nature, on vous dit que sont des propres, ou constituent des propres, les créances et pensions incessibles. Et là, on était sur un article 83, donc l'épargne retraite des salariés. Et là, la Cour de casse, elle t'a fait un cours, mon pauvre, mais trop fort. Elle te dit, au fait, l'article 83, tant que le mec il est salarié, il peut ressortir le pognon ou pas? Non. Donc, il détient bien une créance contre l'assureur, mais vu qu'il ne peut pas reprendre son pognon, c'est une créance incessible. Et comment sort obligatoirement l'article 83? En rente, sous forme d'une pension. Est-ce que je peux demander à ce que cette pension soit convertie en capital? Pour l'appréhender en totalité? Non. Tu ne peux pas sortir le 83 en capital. C'est forcément en rente. À partir du moment où pendant la phase d'épargne, je ne peux pas sortir mon pognon, et à partir du moment où en phase de rente, la rente, je suis obligé de la toucher, pas la toucher sous forme de capital, ils ont considéré que c'était une créance et une pension incessible. Ils ont donc fait la conclusion que c'était un bien propre par nature. Pof! Il y a la reversion. Mais c'est une réversion sous forme de rente. Et c'est la reversion, c'est une mutation à titre gratuit. Ce n'est pas une mutation à titre onéreux. Elle n'est pas rachetable, la rente. C'est ça qu'ils veulent. Est-ce que je peux faire racheter ma rente? La réponse est non, ce n'est pas possible. Et là, à l'époque, je me suis dit, mais tu as des malades mentaux du divorce, ils vont comprendre comment ça marche. Hein. Il y a de l'eau dans le gaz, dans mon couple. Je prends 50 000 balles, je les place sur mon Madelin. J'ai le droit. Je ne pourrais pas les déduire, mais j'ai le droit. Les 50 000 balles qui sont sur le Madelin, ils sont à qui? Moi, c'est un bien propre. Tu te dis, on va plumer des conjoints, ça ne va pas traîner. Hein. Ouais. En plus. Parce que ce qui me tend à moi, ce qui me tend à l'autre peut me tendre à moi aussi. Et alors là-dessus, on a eu quand même, on va dire, une lueur d'espoir, c'est que la Cour de casse a dit, attention, j'ai dit que c'était un bien propre. Mais j'ai jamais dit que l'argent qui avait été mis dedans était propre. Donc elle dit, l'article 83 est un bien propre, mais étant donné que l'argent qui a été permis de l'alimenter, ce sont des fonds de communauté, on a un appauvrissement de la communauté au profit d'un bien propre, ça fait naître une récompense. Et c'est là-dessus que vous voyez qu'aujourd'hui encore, j'ai 2-3 copains qui sont avocats en droit du divorce, du contentieux, où tu as l'autre en face qui s'acharne à vouloir mettre l'article 83 dans la communauté. Qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse venir, il dit vas-y, mets-le dans la communauté. Et le jour où tu es devant le juge, je dis au fait, on est bien d'accord, hein, jurisprudence, Cour de casse, le truc c'est un bien propre, tu le sors dans le truc, et si l'autre n'est pas au courant de la 2017 de la récompense, tu le récupères son fric sans avoir indemnisé l'autre. C'est plutôt pas mal en matière. C'est pas glamour, mais c'est efficace, hein, je vous le crois. Hein. Ensuite, je vous ai fait le Madelin. Le Madelin, encapsulement des produits, un plafond de déductibilité qui est plus important que le PERP. Et vous allez voir, on va faire le calcul là-dessus. Un dispositif qui est propre aux dirigeants TNS. Ça paraît tout bête. Mais tes dirigeants, tu as une SARL, tu as 10 salariés. Tu mets un Madelin, est-ce que tu es obligé de mettre un régime d'épargne retraite pour tes salariés? Non. Alors si tu étais en SAS, tu es mandataire. Si tu mets un régime pour toi, tu es obligé de le mettre pour qui? Alors, enfin, pour les autres, ou du moins un collège
d'autres dirigeants. Donc, c'est très égoïste, mais ça a la vertu quand même d'être réservé exclusivement au régime du dirigeant. Et la particularité, c'est, alors avantage ou inconvénient, c'est que ça donne un revenu à vie, ce qui est plutôt pas trop mal en la matière. Alors, sur le plafond de la déductibilité par rapport au PERP, j'ai repris mon exemple de tout à l'heure. À savoir, je vous rappelle que ce qu'on peut déduire à Madelin, c'est 10% du revenu de l'année de cotisation majoré de toutes les cotisations Madelin, du revenu plus les cotisations Madelin. Vous avez vu la différence par rapport au PERP? Le PERP, c'était 10% du revenu professionnel de quand? De N-1. Le Madelin, c'est 10% du revenu de l'année en cours. Plus, avec les minimums et les maxis, plus 15% de ce qui va excéder un pass. Alors regardez, on va prendre un exemple. En 2019, j'ai pris 70 000 plus 20 000 euros de cotisation. Mon revenu social est donc de 90. Un plafond à 40 524. Je retrouve mes plafonds de tout à l'heure. Vous vous souvenez? J'ai donc 9 000, 10% du revenu social, plus 7 500, 15% de ce qui excède 40 524. Ça veut dire qu'au total du total, je pourrais placer combien sur mon PERP? 16 000. OK? Ça marche? Question, l'année prochaine, si je ne cotise pas sur mon Madelin, je pourrais déduire combien, cotiser sur combien sur mon PERP? D'accord? Je ne cotise rien sur mon Madelin. Je me dis, non, le Madelin, c'est nul. Je vais charger la mule uniquement sur mon PERP l'année prochaine. La question, c'est est-ce que je pourrais mettre 16 000 euros sur mon PERP l'année prochaine? Ouais, 6 003. Comment les trouver? C'est 10% du net, enfin 10% de l'imposable. Les 20 000 sont déductibles, donc non imposables. Donc n'est imposable que les 70. Et sur les 70, si je suis en article 62, je vais enlever les 10%. 10% de 70, ça fait 7 000. 63 000. Et 10% de 63 000, ça fait 6 300. Comprenez bien qu'il faut avoir conscience que quand on est TNS, un dispositif permet d'épargner beaucoup plus que l'autre. Alors, je ne vais pas vous dire si c'est bien, pas bien, mieux, pas mieux. Mais toujours est-il que ceux qui veulent mettre des volumes importants sur de l'épargne retraite, j'insiste, pour que le blanc soit le plus proche possible du bleu. Vous vous souvenez de mon graphique de tout à l'heure? Si tu veux mettre un maximum là-dessus, vaut mieux aller chercher l'enveloppe Madelin qu'aller chercher l'enveloppe PERP. Les difficultés. Vous savez que sur le Madelin, il y a une cotisation régulière obligatoire. Ça marche? Est-ce que c'est un bien propre par nature? C'est la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'on paye des cotisations sur les primes? Oui, sauf pour les bénéfices agricoles. Et est-ce qu'on est sorti en rente taxée au plus tôt au départ à la retraite? Oui. Et est-ce qu'on est sorti en capital? En l'état actuel, la réponse est non. Alors là-dessus, j'ai voulu faire une focale. C'est sur celle-ci. Parce qu'il y a une légende urbaine qui traîne dans mes oreilles depuis des années, sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on recadre un peu les choses. Notamment par rapport à ce qui s'est passé en 2018, l'année blanche. En 2018, on s'est rendu compte que la cotisation Madelin n'avait pas forcément d'intérêt à être versée ou moins à être versée dans des proportions importantes. Donc, c'est posé la question, et si je ne cotise pas sur mon Madelin? Okay? Et là, souvent, on me saute à la gorge, je mets direct à la jugulaire, hein, on va me saigner direct. On me disait, oulala, si tu arrêtes sur Madelin, qu'est-ce qui va se passer si tu ne cotises pas sur ton Madelin? Qu'est-ce qu'on me dit souvent? Le contrat va se mettre en réduction. Là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça qu'on me dit généralement. Alors, vous êtes plus au fait de la chose. Moi, on me dit, si tu arrêtes de cotiser sur ton Madelin, on va te remettre en cause les avantages fiscaux. Je dis, OK. C'est quel article? Parce que moi, je suis prêt à tout écouter, à être d'accord avec tout le monde, à partir du moment où tu me donnes la référence juridique. Et là, tu te dis, mais comment ça marche? Où est l'article? J'ai cherché. J'ai cherché. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé, mais j'ai investigué quand même pas mal sur la chose. L'arrêt des cotisations Madelin, il faut le voir sous deux angles. La première chose, c'est sous l'angle fiscal. Sous l'angle fiscal, qu'est-ce que je suis allé faire? Première chose, je suis allé lire l'article du Madelin. Le Madelin, c'est l'article 154 bis. Puis après, je suis allé lire l'instruction fiscale. L'instruction fiscale, c'est ce qu'il y a dans le BOFIP. Et dans le BOFIP, je suis allé dans RSA-GER. Je suis dans quelle rubrique là? RSA, revenus salariés et assimilés. GER, statut du gérant majoritaire. Et je suis allé chercher les parties. Et quand tu vas sur cette rubrique du BOFIP, on te renvoie ensuite sur un formulaire. Donc j'ai regardé tout ça. Et puis quand j'ai regardé tout ça, je n'ai pas trouvé la réponse qu'on me disait qu'elle existait. Je me suis dit, je vais chercher ailleurs.
Et effectivement, j'ai trouvé plus loin, mais j'ai trouvé dans le CDA, dans le Code des assurances, dans les dispositions de l'article L132-20, sauf que le Code des assurances, il ne fait pas du fiscal. Le Code des assurances, il fait du civil, il fait du juridique. Ça veut dire que ce qui est en bas n'a pas d'influence sur ce qui est en haut, tout comme ce qui est en haut n'a pas forcément d'influence sur ce qui est en bas. Alors lisons. Lisons tranquillement. Hop, je suis allé trop loin. Si, ça. Bon, je vais passer le CGI parce que ce n'est pas forcément. Le BOFIP. Les cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du CGI. Donc, c'est les cotisations versées dans le cas du Madelin. Sont déductibles dans les mêmes conditions et limites annuelles que celles fixées par les titulaires des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. En d'autres termes, on t'explique que le gérant majoritaire peut déduire sur le Madelin exactement dans les mêmes conditions que le BIC, BNC. Ce qui est fondamental, hein. Parce que si tu lis le 154 bis du CGI, on t'explique que le seul qui a le droit de déduire les cotisations Madelin, c'est celui qui fait du BIC, du BNC et éventuellement du BA. Il y a un problème, c'est que le gérant majoritaire ne fait aucun de ces trois-là. Le gérant majoritaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du salaire. Il fait de l'article 62. La loi n'autorise pas le gérant majoritaire à déduire les cotisations Madelin. La cotisation Madelin a été autorisée au gérant majoritaire, non pas par la loi, mais par le BOFIP. D'où ce dont vous avez parlé avec Pierre-Yves hier, qui est le fameux API. Vous avez ce fameux mandataire d'une SAS qui est ordinal et on ne sait plus s'il est BNC, s'il est TNS, s'il est TS et ainsi de suite. Avec, je ne sais pas, tu leur as parlé de l'arrêt de décembre 2017, Pierre-Yves, ou pas? Ouais. Bon, c'est l'arrêt quand même un peu moisi, hein. Après, il faut juste revenir sur quelle est la question qui a été posée au Conseil d'État. C'était quoi la question, en fait, qui a été posée au Conseil d'État? Vous n'avez pas? Si, une question qui a été posée. Vous savez quelle était la genèse de tout ça? Une SAS dont les exploitants étaient des TNS ordinaux. Et vous savez qu'il y a une jurisprudence de 2012 ou 13 qui nous dit que même si vous êtes un SAS, vous êtes tenu de payer les cotisations des TNS pour ce que vous gagnez en tant que praticien. Par contre, vous payez les cotisations des salariés pour votre activité de mandataire. Diriger la boîte, c'est du salariat. Faire de l'expertise comptable, c'est du TNS. OK? Sauf que souvent, la majeure partie de la ressource, c'est l'activité de praticien. Ce qui fait que je paye surtout des cotisations TNS et très peu de cotisations TS. Pour compléter l'épargne, cette retraite par répartition, qu'est-ce que je fais? Je vais faire de la retraite par capi. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont souscrit un Madelin dans le cadre de cette SAS pour compléter les effets des cotisations retraite en tant que TNS. Et l'administration fiscale a dit, mais vous ne pouvez pas déduire des Madelins dans une SAS. Pourquoi? Parce que les seuls qui peuvent déduire du Madelin, c'est ceux qui font du BIC, BNC, ou dans le BOFIP, ceux qui sont gérants majoritaires d'une SARL ou d'une EIRL. Donc la question qui a été posée au Conseil d'État, c'est est-ce qu'un mandataire de SAS peut déduire des cotisations Madelin? Tout bête. OK? Et le Conseil d'État dit oui. Pourquoi? Parce que l'essentiel de son activité relève du régime social des travailleurs non salariés. Et en fait, ils ont tellement, à mon avis, mal rédigé l'arrêt qu'ils ont dit que ça sous-entendait qu'il fallait que les bénéfices soient déclarés dans les BNC. Et là, c'est parti en sucette en disant est-ce que maintenant, il faut refaire des 2035 pour dans des SAS. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quand même assez chaud en la matière. L'article 158, bon, c'était les déductions, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le BOFIP, le bénéfice de la déduction. Oh, attention, le bénéfice de la déduction est... Ah, ça y est, j'ai trouvé l'article qui nous dit à quoi est conditionné le bénéfice de la déduction. On vous dit que vous pourrez déduire uniquement si vous respectez les plafonds mentionnés à l'article 154 bis. Point. Les plafonds. Ça marche? La question c'est, est-ce que le BOFIP vous dit c'est subordonné à cotiser pendant 15 ans? Est-ce que c'est subordonné à cotiser pendant 3 ans? Il n'y a pas un mot dans le BOFIP
qui conditionne le bénéfice de la déduction du Madelin au respect de la cotisation minimum annuelle sur le contrat. Ça marche? Donc, quand tu as un assureur qui te dit « si tu arrêtes de cotiser sur ton Madelin, on va te reprendre ton avantage fiscal », moi je lui dis « quel article ?» Non, mais cherche, appelle toutes tes instances juridiques de la terre entière, et dis-leur de chercher. Mais si ils ne veulent pas perdre de temps, je vais te donner directement la référence. Et là, vous leur envoyez ce formulaire du BOFIP. Vous le retrouvez? Alors, je ne sais plus quel paragraphe, il est assez court en la matière. Tu dis, moi, la seule chose où on subordonne la déduction, c'est de respecter le plafond. Le plafond respecté, je déduis. Point. Pas besoin d'aller plus loin. Et je pense que la confusion va résulter essentiellement de ce que les gens ont lu aussi de l'article L132-20 du Code des assurances. Et ça, il mérite d'être lu, celui-ci. On nous dit quoi? Que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Oh putain, c'est exactement l'inverse que ce qu'il est en train de te dire. Ils sont en train de t'expliquer que si tu ne payes pas, ils ne peuvent pas t'imposer de le faire. On est d'accord? Le Code des assurances écrit strictement l'inverse que tout ce que nos assureurs nous disent. Mais vous avez raison sur la sanctuarisation, puisqu'on nous dit que le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat, et dans ce dernier cas, la mise à disposition du porteur de la rachat que le dit contrat a éventuellement acquise. En d'autres termes, on sanctuarise. Mais vu qu'un Madelin n'est disponible qu'à horizon de la retraite, on va le sanctuariser jusqu'au jour où tu vas partir à la retraite. Moi, il y a un mot, je vous ai un verbe qui, dans la phrase m'énerve encore plus. Ouais. Peu. Est-ce qu'on vous dit que la compagnie d'assurance doit sanctuariser le contrat? Il ne me semble pas. Hein. Le défaut des paiements de cotisation due au titre du compte capital ne. Ça veut dire que même la compagnie n'a pas. C'est terrible. Et quand tu sors ça à un assureur qui t'explique que si tu arrêtes ton Madelin, on te remet en cause l'avantage fiscal, tu dis avec un petit gars, je vais te faire un cours de droit. Ça va aller vite. Hein. OK? Ça porte sur un paragraphe et un verbe. Déjà, est-ce que le verbe pouvoir institue une notion d'obligation? Il ne me semble pas. Okay? Donc, mon petit gars, et c'est vrai que je connais quelqu'un, très très proche, avec qui je travaille beaucoup, presque tous les jours en ce moment, qui n'a pas cotisé sur son Madelin en 2018. Okay? Son assureur lui a dit, attention, si tu ne cotises pas, tu seras puni. Qu'à cela ne tienne. Sauf que vu que la cotisation annuelle est plutôt conséquente, l'épargne accumulée sur le contrat est plus que significative. C'est simple, il a envoyé la cotisation cette année, il lui dit, je t'envoie la cotisation, ok, je te rappelle que tu m'as dit que ce n'était pas possible, si toutefois tu me renvoyais mon chèque de cotisation au motif que ce n'est pas possible, je te demande d'envoyer le bordereau de demande de transfert du Madelin. Et c'est étonnant comment le chèque il a été encaissé vite. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Parce que quand tu leur mets le nez dedans, eh bien, effectivement, ils vont dire effectivement ça pue. Hein, c'est classique, hein? Mais c'est assez efficace. Donc, gardez à l'esprit que ceux qui vous disent que l'arrêt d'un Madelin, c'est remise en cause de l'avantage fiscal, il faut leur dire quel article. Parce que moi, j'ai l'article qui dit l'inverse. Et celui dit, attention, si tu ne cotises pas, je sanctuarise. Tu dis, mais il me semble que le Code d'assurance n'offre que la possibilité pour toi de le faire. Question, souhaites-tu que nous rompons de manière définitive nos relations ou souhaites-tu que nous continuions à travailler dans une relation de confiance dénouée d'une certaine souplesse venant de ta part? À chacun choisira la solution qui lui convient le mieux. Le PEA. Quels sont les atouts du PEA? Tiens, c'est quoi les avantages d'un PEA? Sachant qu'il va être réformé aussi par la loi Pacte, lui. Hein. Exonération des plus-values, loin d'être anodin quand même. Est-ce qu'il a d'autres avantages? C'est-à-dire? Ouais, tous les dividendes, enfin, oui, d'une manière générale, les seuls qui pourraient ne pas être exonérés, c'est des dividendes issus de titres non cotés, dont le montant excéderait 10% de la valeur d'inscription. Ça existe, mais ce n'est pas des masses en la matière.
Donc, tu as l'exonération des dividendes chaque année, l'exonération des plus-values. Ben, d'autres trucs ou pas? Ben, c'est pas mal déjà. Hein, c'est pas mal. Première chose, effectivement, c'est exonéré à terme, mais déjà, ce n'est pas taxable pendant la phase d'épargne, ce qui est plutôt pas mal. Deuxième chose, vous me l'avez dit, c'est qu'après 5 ans, on est totalement exonéré. Attention, on n'est exonéré que de l'IR. On n'est pas exonéré de les prélèvements sociaux. Donc là, ça peut vite frotter en la matière. Sachant qu'on a encore un peu de taux historique, mais à partir de l'année dernière, il n'y a plus de taux historique. C'est-à-dire que tout PEA ouvert depuis l'année dernière, si quand tu clôtures, les prélèvements sociaux sont à 30%, tu paieras 30 et non pas les 17,2 qui étaient en vigueur au jour où tu l'avais ouvert. Deuxième chose, et non des moindres, et ça, il faut vous le noter, parce qu'on me pose la question au moins 3 fois par an, banquier bien évidemment, je clôture un PEA qui a plus de 5 ans. Il est exo. OK. Exo d'impôt sur le revenu. Oui, mais mon PEA, quand je le clôture, il est en moins-value. Question, est-ce que la moins-value, j'ai le droit de l'imputer sur les autres plus-values? Principe, exception. Principe, c'est non. Hein, parce que si le gain est exonéré, la moins-value ne peut pas donner de contrepartie. Exception, le BOFIP nous dit si vous le souhaitez, dès lors que le PEA est clôturé et que tous les titres ont été cédés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une clôture avec des transferts de titres. Je liquide tous les titres, je clôture le PEA. Si je suis en moins-value, les moins-values sont imputables sur les autres plus-values. Ce qui est plutôt significatif en la matière. Si je retire avant 8 ans, si je clôture après 8 ans, pardon, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas de clôture du PEA. La loi Pacte va déplacer les 8 à 5 ans. Ça veut dire que si je retire après 5 ans, je n'ai pas une clôture totale du PEA, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça ouvre des retraits partiels de manière prématurée par rapport aux années passées. Et il y a la possibilité également, avec la loi Pacte, d'effectuer des versements complémentaires. Jusqu'à présent, vous disiez que si vous faites un rachat sur un PEA, c'est fini. Donc, tu as mis 10 000 sur 150, et ben, tu ne peux plus verser les 140 qui manquent. À partir de la loi Pacte, on nous dit que si, après 5 ans, vous pourrez retirer. Ça ne clôturera pas le PEA et ça vous maintient la possibilité de réabonder sur le produit. Plutôt pas mal. Et puis surtout, et moi je pense que c'est un élément qui est fondamental, c'est que la rente issue d'un PEA, dès lors qu'elle est obtenue après 8 ans d'existence, elle est exonérée. Mais elle n'est exonérée que d'impôt sur le revenu, elle n'est pas exonérée des prélèvements sociaux. Vous allez voir l'impact que ça a, c'est monstrueux. On ne se rend pas compte à quel point la rente du PEA peut avoir des effets extrêmement bénéfiques pour la plupart d'entre nous ou la plupart d'entre vous. Les effets négatifs ou les limites. Attention à ne pas utiliser le PEA dans le cas d'un montage abusif. Le montage abusif qu'on voit régulièrement, c'est de la rémunération déguisée en dividende. Je te file des titres de la boîte de l'entreprise, ok, sauf qu'au lieu de filer des augmentations, je vais augmenter la quantité des dividendes qui, perçus par le biais du PEA, ils sont exo. Prélèvements sociaux au lieu de cotisations sociales et pas d'impôt sur le revenu. Attention, si c'est trop manifeste, ça peut être dans le dispositif. Et la deuxième, c'est la minoration des titres non cotés. Ça, c'est souvent, vous le voyez, on le voit. Je ne sais pas si ça se fait encore, vous êtes plus à même de le voir. C'est des LBO avec des PEA. Hein, tu crées une holding qui va racheter la boîte. Et la holding, une fois qu'elle s'est endettée, elle ne vaut rien puisqu'elle a essentiellement de la dette. Qu'est-ce que tu fais? Tu proposes au cadre dirigeant de la boîte d'acheter une partie des titres de la holding et de les acheter au travers du PEA. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que la holding rembourse son crédit, elle prend de plus en plus de valeur. Ce qui fait que ce cadre aura des titres de la holding qui vont mécaniquement prendre de la valeur, qui au jour de la cession sera exonéré. Attention à ce que les titres de la holding ne soient pas volontairement minorés, parce que généralement, ils vous proposent souvent d'investir l'équivalent de 150 000 balles. Et pour que tu puisses en avoir le maximum, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent un peu la valeur unitaire de chaque titre. Le plaisir de l'administration fiscale, c'est de te dire, tu as acheté 150 000 titres à 1 €, ça passe. Moi, j'ai refait mes calculs, je crois qu'ils valent 1,10 € les titres. Et à 1,10 €, ce n'est pas 150 000 que tu as mis, c'est 165 000 €. Et ce n'est pas possible dans un PEA. Donc, ce que tu as, ce n'est pas un PEA, c'est un compte titre. Donc, quand tu liquides, au lieu d'être exonéré, tu prends la secouée fiscale directe. C'est plutôt pas mal. C'est de bonne guerre, hein, soyons très clairs en matière. Le plafonnement des intérêts, vous l'avez dit, c'est l'exonération des dividendes.
sauf pour les dividendes qui excèdent 10% de la valeur d'inscription des titres non cotés. La socialisation des produits et de la rente, c'est-à-dire que vous aurez, quoi qu'il arrive, des prélèvements sociaux. C'est combien les prélèvements sociaux sur la rente? Pour voir juste comme ça. Ça, c'est sur les rentes à titre onéreux. Ça, c'est sur les rentes à titre gratuit. Ça, c'est sur les rentes issues de l'assurance vie, du PEA. Ça, c'est sur les rentes issues du Madelin et du PERP. Question. Vous pouvez payer des prélèvements sociaux dans le régime des rentes à titre onéreux ou dans le régime des rentes à titre gratuit. Elle n'est pas bonne, ma question? Vous doutez, pour ceux qui me connaissent, qu'il y a peut-être un loup. Et il est peut-être plus gros que ce que vous pouvez croire. Bien évidemment, tu dis à quelqu'un, tu préfères payer 17,2 ou 9,10. Là, tu vas te dire, 9,10. C'est quoi le problème? Ah, il y a la déductibilité, accessoirement. Mais il y en aura 5,80 d'un côté, 6,80 de l'autre. Donc, ce n'est pas tellement ça qui va changer. C'est qu'accessoirement, ça serait bien de connaître la base. Moi, je dis toujours, en assurance vie, tu préfères payer un PFL à 35 ou un PFL à 7,5? Le mec, il te dit 7,5. Je dis, OK, j'ai 7,5 sur 100 000 ou 35 sur 100 euros. Pourtant, tu as touché la même chose. Là, tu dis, non, je préfère payer 35. Bah oui, parce que tu n'as pas mis en rapport le taux et la base. Et vous savez que c'est la grande particularité de notre droit français, c'est qu'on n'a pas les mêmes taux, mais on n'a surtout pas les mêmes bases. Ici, c'est 100% de ta rente sur lesquels tu payes 9,10. Ici, c'est un pourcentage. Et le pourcentage, il dépend de quoi? De l'âge que vous avez le jour où vous déclenchez la rente. En supposant que vous avez plus de 60 ans. Quel est le pourcentage taxable? 60 ans. Il n'y a que 40% taxable. 4 x 7, 28, 4 x 1, 4. Ça fait 6,80. Ici, vous payez 9,10. Je repose ma question. Vous préférez payer 17,2 ou 9,10? Ben, je préfère payer 17,2. Parce que je préfère payer 17,2 sur 40 que 9,10 sur 100. Soyez vigilants. C'est souvent là-dessus qu'on peut avoir des gros écarts. Et je vous ai fait le petit modèle mathématique pour que vous voyez comment ça marche. C'est très étonnant. Très étonnant. Donc, la rente issue du PEA, elle sera, quoi qu'il arrive, soumise aux prélèvements sociaux. Et vous avez qu'il y a certains actifs qui sont exclus du PEA. Dans les limites, non, c'était limite. L'assurance vie. Et je terminerai là-dessus, puis après on fera un point d'application chiffré. L'assurance vie, ça a quoi comme avantage? C'est que, pareil, on encapsule les produits. On peut ressortir l'argent à tout moment, par le biais du rachat. Vous savez, dans le rachat, on vous dit que vous rachetez toujours du capital et des intérêts. Et la seule chose qui est taxable, c'est les intérêts. Au-delà de 8 ans, on vous met un abattement sur les intérêts, et en plus, vous avez droit du PFL ou du PFU. Donc, ce qui permet d'avoir une fiscalité relativement faible, puisqu'on réduit la base et on réduit le taux. L'assurance vie a des règles successorales qui lui sont propres, puisque vous savez qu'elle est hors succession, et elle a des règles fiscales successorales qui sont propres, avec des dispositifs qui permettent d'avoir des abattements ou des régimes d'exonération particuliers. Je voulais juste faire un focus sur cette partie-là. Quel est le problème ou l'avantage de l'assurance vie? C'est qu'elle est hors succession. Donc elle peut permettre de porter sans prime. Sauf que, on va le voir, ça sera dans les limites. Ça veut dire quoi, si elle est hors succession? Ça veut dire qu'elle va à quoi? En opposition aux droits de qui? Et ouais, lesquels? Les plus importants de tous. Les présomptifs, oui. Alors présomptif, c'est qu'il est appelé à ma succession. Mais il peut être présomptif sans être réservataire. Moi, celui que je veux, c'est surtout le réservataire. Tiens, vous savez, réservataire, c'est celui qui est obligé d'hériter de toi. Une proportion qu'on t'a imposée. C'est pas toi qui décides. Qui est héritier réservataire? Les enfants. Si j'ai pas d'enfants. Enfin, si j'ai pas d'enfants, qui sont morts avant moi. Les petits-enfants qui viennent en représentation. Et si j'ai pas d'enfants, pas de petits-enfants, c'est-à-dire que je n'ai pas de descendants. Les ascendants, les parents, est-ce qu'ils sont héritiers réservataires? Et c'est fini, depuis le 1er janvier 2007. Les parents ne sont plus héritiers réservataires. Mais il y en a encore un. Ils ont un droit de retour.
Non, frères et sœurs sont plus réservataires. Enfin, ils l'ont jamais été, mais remarque. Hein, donc, ils sont héritiers, c'est-à-dire qu'ils pourraient être appelés à la succession, mais je peux les écarter par voie de testament. Il y en a encore un que je ne peux pas écarter par testament quand je n'ai pas d'enfant. C'est le conjoint. Ça paraît tout bête, hein, mais ça peut changer énormément de situations. Je suis personnellement concerné par la situation, et je ne vous cache pas que c'est un dossier sur lequel j'ai essayé de m'écarter le plus vite possible. J'ai une frangine, grosse épargnante au demeurant, je vous en ai déjà parlé. Non, c'est juste... Enfin, bon, après, il y a plein d'explications. Déjà, elle bosse à la Banque de France, donc c'est pas mal. Et elle avait un PE à la Banque de France. Et il y a 20 ans, les PE de la Banque de France, c'était un truc de fou. Et surtout, ce qu'elle a fait, elle a eu la bonne idée, c'est d'investir massivement sur des obligations dans son PE, et des obligations lorsque les taux étaient très élevés. Et depuis 10 ans, les taux, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont effondrés. Et l'effondrement des taux sur les marchés obligataires a mécaniquement généré une plus-value. Et en fait, sa plus-value, elle a doublé. Grosso modo, elle avait 200 000 balles, elle est montée à 500 000 quasiment. Par le simple baisse des taux. Donc, j'ai dit à ma sœur, attention, si demain il remonte, la plus-value que tu viens de faire, elle va disparaître. Donc maintenant, il faut que tu actes et que tu épargnes sur les principes. OK. Donc ma sœur a sorti le pognon de son PE, très bien, et s'est posé la question de comment elle pourrait l'investir. Bon, il y a plein de solutions, l'assurance vie, bon, peu importe. Et par la même occasion, contrairement à moi qui suis marié, ma sœur n'est pas mariée, mais elle vit avec son compagnon depuis 20 ans, comme moi. Très bien. Elle a 10 ans de plus que moi, elle n'aura pas de gosse. Hein. Donc là, on est tranquille à peu près de ce côté-là. J'en ai 41, on va en avoir 51. Et elle me dit, j'envisage, si on se mariait avec Hervé, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Ben là, le problème, c'est que, je lui dis, ça fait que tu es marié. Hein, donc, là, tu sens bien le mec qui n'a pas envie de répondre. Après, je lui dis, est-ce que tu sais quelle est la principale cause du divorce? Le mariage. Donc déjà, t'avances à grands pas dans le débat quand même. Hein, donc tout ça, c'est un peu chaud quand même. Hein. Et effectivement, il y a un point sur lequel je ne peux pas aborder. Je suis personnellement concerné, donc je ne peux pas le dire. Mais il y a un point sur lequel je suis embêté, c'est qu'aujourd'hui, ma sœur n'est pas mariée. Elle a pour héritier qui? Ses parents, qui sont les miens, son frère, magnifique au demeurant, et des neveux et nièces, mes enfants. Moins bien que le frère, mais c'est pas mal quand même. Demain, ma sœur décède. Comment elle répartit sa succession? Là, on est sur de la dévolution légale. Hein. Elle n'a pas d'enfant, elle a un concubin, partenaire de Pax, allez, soyons fous, 2 parents, un frère et 2 neveux et nièces. À qui va sa succession? En totalité? Les 2 parents sont en vie. Donc, il y aura effectivement un quart pour chaque parent. Donc, 2 fois un quart, il y a la moitié. Et l'autre moitié ira à qui? À Bibi. C'est qui le patron? Fais ma gueule. Bon, ça va me coûter un bras, hein, mais c'est pas grave. Si demain elle se marie, comment est répartie sa succession? Quand tu es marié, que tu n'as pas d'enfant, que tu as tes 2 parents, un frère, des neveux et nièces, tes parents sont appelés à la succession. Ils prennent un quart chacun. Donc, ça ne change rien pour eux. Mais reste l'autre moitié. Accessoirement, la mienne. Et à qui elle va, cette moitié? Et elle va au conjoint. Alors, donc, elle me dit, qu'est-ce que ça change? Je lui dis, ça change que je ne suis plus appelé à la succession. Après, elle voit le vecteur vénal ou pas de ma situation, mais je ne rentrerai pas dans le débat. Et aujourd'hui, son compagnon, son conjoint, son concubin, il a une situation financière qui est plus qu'acceptable. Donc, il n'a pas besoin de l'argent de ma sœur pour vivre. Ou du moins, je considère comme tel. Donc, se pose une question, elle pourrait faire un testament et dire, vu que mes parents sont vieux, qui sont déjà blindés, que mon concubin, il est blindé aussi, autant allotir le moins loti de tous, mon frère. D'accord? Bon, allez, si tu veux, mes neveux et nièces. Est-ce qu'elle a le droit? Oui. Sauf qu'à partir du moment où elle fait testament égale héritier réservataire. Y a-t-il un héritier réservataire? Oui. Qui? Son conjoint. Son conjoint aura, malgré un testament qui lèguerait tout, même à une association, la faculté d'exercer l'action en réduction
Et la réserve du conjoint, c'est combien? C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Ouais, c'est 25%, c'est un quart. OK? Donc, il faut vraiment que vous ayez conscience qu'aujourd'hui, un héritier réservataire, c'est quelqu'un qui a des droits qui sont hyper importants. Raison pour laquelle, dans notre droit français actuel, on nous demande, au décès de toute personne, en présence d'héritiers des réservataires, de vérifier s'il y a eu atteinte ou non à la réserve. Pour cela, on vous demande de calculer la réserve. La réserve, c'est un quart. Mais un quart de quoi? Un quart de tout, de la masse de la calcul de la réserve. Mais c'est quoi le tout pour vous? Qu'est-ce qui rentre dans la masse de calcul de la réserve? Tout. Mais il y a tout ce que j'ai laissé le jour où je suis décédé. C'est ce qu'on appelle les biens existants. Mais à ces biens existants, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter? Tout, sans aucune exception, tout ce que j'ai donné. Toutes les donations. C'est ce qu'on appelle la réunion fictive. Et c'est là que tu commences à rigoler. Parce que tu réunis la donation pour quelle valeur? Principe, la donation partage, c'est la valeur au jour du décès. Sauf, dans certains cas, le Code civil dit la donation partage est réunie pour la valeur au jour du décès. Je peux vous sortir l'article. Sauf, et on réunit pour la valeur au jour de la donation. Nous gardez toujours à l'esprit qu'une donation, ça se réunit pour sa valeur au jour du décès. La seule exception, c'est une donation partage, et à une condition, c'est que chacun des héritiers ait été alloti au jour de la donation. C'est tout bête ce que je vous dis. Mais je suis dans une situation où le mec, il s'en mord les doigts. Peut-être encore autre chose. Il avait une très belle situation. Il avait une très belle holding dont il a donné la moitié des titres à ses 3 enfants. Âgés, 25-35. Ok, donc c'est quelqu'un qui a déjà un âge un peu mûr en l'espèce. Ce monsieur a, dans le cadre de son activité professionnelle, de cette holding, développé un business sur un autre continent que l'Europe. Et est parti faire du développement commercial dans ces structures sur différents domaines. Et il est revenu il n'y a pas très longtemps en nous expliquant qu'il avait ramené un chantier particulier de là-bas. Un chantier particulier qui respire, c'est un enfant. C'est un 4e enfant. Qui n'est pas l'enfant de la maman des 3 autres. C'est pas drôle. Est-ce qu'il y a une donation partage? Oui. Est-ce que tous les enfants étaient allotis? Ça signifie qu'à jour de son décès, on calculera la réserve du 4e en intégrant les parts de la holding, non pas pour la valeur au jour de la donation, qui était de 5, mais la valeur au jour du décès, sachant qu'aujourd'hui, on est déjà à 15. Donc ça fait x3. Donc déjà, il a compris qu'en l'état actuel des choses, ces 3 enfants sont déjà tenus de faire un chèque au 4e. C'est le principe de la réunion fictive. OK? Donc combien ça coûte? De la masse réintégrée. Quand tu fais 2,5 de 15 millions d'euros, le mec il te dit mais c'est en roubles ou c'est en euros que vous me donnez le montant? Et là le mec il te dit quand tu vois le chiffre, peut-être j'aurais mieux fait de me la mettre sur l'oreille ce jour-là parce que effectivement ça fait cher le voyage à l'étranger. Et alors en parallèle à tout ça, il y a un exemple que j'adore, qui est un copain à moi, notaire sur Metz, Fred, on a un mois d'écart. Et il m'appelle il y a quelques années, il me dit écoute Steph, j'ai un dossier. Je vais être sûr de ne pas me planter parce que je sens un peu le truc venir. Il me dit, j'ai rentré un dossier présenté par un avocat d'un monsieur qui a racheté l'Intermarché de ses parents. OK. Alors, les parents avaient une société, le fils a créé une holding qui a racheté les parts de la société des parents. OK. Il avait une dette relativement massive. Et à l'époque, quand il a créé cette holding, et aujourd'hui encore, il était et il est toujours marié sur le régime de la communauté. Il fallait créer la société. Il faut mettre un capital social. L'argent qui crée le capital social, il l'aurait tiré sur quoi? La communauté. Ça veut dire que même s'il était seul associé de la holding, tu lui faisais une SASU, il n'en demeure pas moins que économiquement, les parts ont été alimentées par la communauté. Donc si demain ils se séparent, moitié pour lui, moitié pour madame. Donc dans un élan de stratégie patrimoniale relativement égoïste, il s'est dit il faut que la holding reste un actif qu'à moi. Donc il faut absolument que la holding ait le caractère de bien propre. Comment tu fais? Qu'à cela ne tienne, il vend
il va obtenir de ses parents une donation. Mais simple, enfin donation simple. Le don manuel, tu fais un virement de 10 000 balles, il reçoit un virement de 10 000 balles, il fait sa déclaration fiscale, tout va bien. Tu fais les statuts, dans les statuts, tu dis que le capital social est constitué à hauteur de 10 000 euros, reçu d'un don manuel de ses parents en date de temps, enregistré auprès de l'administration fiscale en date de temps, et je souhaite conserver le caractère propre au titre reçu en contrepartie de la tort. Top, on est au taquet, les parts sont propres. Jusque-là, tout va bien. Okay, là, il récupère le dossier, le don manuel, il a plus de 10 ans. La holding, elle a fini de rembourser son crédit. Et il me dit, il y a une pièce dans le jeu qu'on n'avait pas vue, enfin, qu'ils n'avaient pas vue. C'est que le fiston qui a racheté l'Intermarché de papa et maman, il a un frère, enfin là, c'était une sœur, en espèce. Et alors, eh ben, la sœurette, au décès de ses parents, sera dans une tristesse affective profonde, pour ne pas dire démesurée. Mais une certaine euphorie financière. Pour la raison simple, c'est qu'elle va dire, les parents, ils ont un certain patrimoine au jour de leur décès. Mais à ce patrimoine, il faut réinjecter les biens qu'ils ont donnés. Bien. Ils t'ont donné combien? 10 000. L'autre dit, on va réunir pour 10 000. Non. Parce que si tu arrives à montrer la traçabilité de l'emploi des capitaux donnés, tu as une subrogation de la valeur automatique. Elle dit, je suis allé sur société.com et j'ai récupéré les statuts de ta boîte. Et c'est marrant, dans les statuts de ta boîte, c'est écrit noir sur blanc que tu l'as créé avec de l'argent que papa et maman t'ont donné. Donc maintenant, ce que je te demande de réintégrer, ce ne sont pas les 10 000 euros qu'ils t'ont donné à l'époque, mais la valeur de la holding aujourd'hui constituée avec les 10 000. Évaluation, on va dire, médium de la holding, 14 millions d'euros. Vous comprendrez l'euphorie financière potentielle de la sœur en la matière, puisqu'elle se dit, qu'à cela ne tienne, mes droits ne seront pas calculés sur ce que mes parents laissent, mais sur ce que mes parents laissent, majoré de 14 millions d'euros. Du travail fait par le frangin. C'est ce qu'on appelle le principe de la réunion fictive. Le débat aurait été inutile si, au lieu de faire un don manuel, ils avaient fait une donation partage. J'insiste, pour que la donation partage fige les valeurs, il faut que chacun ait eu un lot. On ne vous demande pas que les lots aient la même. Ils donneraient 10 balles à l'un, 10 000 à l'autre. La donation partage, elle était figée. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête en la matière? Donc, vous l'avez compris, le notaire, le don manuel, il n'a jamais été au courant. Hein. Don manuel, c'est un virement sans passer par l'acte authentique. Donc, vous l'avez compris, hein, la réserve, c'est un truc hyper compliqué. C'est pour ça qu'il y a toujours du contentieux dans les successions. Hein. Tant que les deux parents sont là, tout va bien. Le premier disparaît, la tension monte. Le deuxième s'éteint, là, c'est règlement de compte au coco hein. Comme dirait un film, hein, dans la vie, il y a des gens qui ont un flingue et d'autres qui creusent. Toi, tu creuses, d'accord? Parce que moi, j'ai la réserve héréditaire en armes. Et l'assurance vie, elle est où, là? Eh ouais. La particularité de l'assurance vie, c'est qu'elle n'est hors succession, donc qu'elle ne rentre pas dans la masse de calcul de la réserve. Il faut vraiment, j'insiste, hein, j'étais avec des CGP cette semaine et encore la semaine dernière, je leur dis, il faut vraiment que vous ayez conscience du cataclysme civil qu'engrange l'assurance vie. Vous mettez 1 euro sur de l'assurance vie, vous êtes déjà en train de contourner les règles de la réserve. Et quand un CGP il t'explique qu'il a 100, 200, 300, 1 milliard d'euros d'accours en assurance vie, ça veut dire qu'il a 1 million d'euros qui sont hors succession, qui portent un tête à de la réserve. J'ose espérer que ce n'est pas un seul client, hein, bien évidemment. Mais toujours est-il que vous l'avez compris, un héritier qui se sentirait lésé va vouloir que l'assurance vie rentre dans la masse de calcul de la réserve. Et là, il va falloir qu'il sorte les flingues qui vont bien en la matière. Les difficultés et les limites de l'assurance vie, c'est la complexité des rachats, la fiscalité, les contrats souscrits avec des fonds communs, je vous en parle un petit peu, la remise en cause de l'indignation bénéficiaire via les prix manifestement exagérés et les donations indirectes, et le 990 qui n'est pas forcément miraculeux en la matière. Rapidement, vous l'avez vu la réforme de la fiscalité sur l'assurance vie? Non mais aujourd'hui, à l'ENA, on a des malades mentaux. Enfin, je pense. Hein,
Ils nous disent que désormais, dans un contrat d'assurance vie, sur un rachat en 2019, vous pouvez avoir 3 fiscalités différentes. Vous pouvez avoir une partie des intérêts qui est exonérée. Une autre partie des intérêts qui sera soit soumise au barème, soit soumise à un PFL. Et encore une autre partie qui peut être soumise à un PFU ou option globale pour l'IR. J'insiste, c'est le même rachat. Ça sous-entend donc déjà que préalablement, il faut que l'assureur soit en capacité d'identifier quelle est la quantité d'intérêt qui va là, quelle est celle qui va là, quelle est celle qui va là. On est d'accord que mécaniquement parlant, c'est quasiment impossible. Donc vous allez voir qu'il y a une conclusion simple, c'est que si tu veux éviter de mélanger des choses qu'on ne va pas arriver à ressortir, mais qu'est-ce que tu fais? Tu isoles tes primes en la matière. Qu'est-ce qui fait que vous aurez l'un des 3 ou les 3? Ça sera la date de souscription de votre contrat. Il y a 2 grandes dates à connaître sur la fiscalité des rachats. Déjà, si vous me trouvez l'année, c'est bien. Je vous aide, il y a 20 ans d'écart entre les deux. 20 ans d'écart. Donc si la première c'est la dernière c'est 2017, la première c'est 97. En fait, il y a une latence entre 97 et 1er janvier 2018, mais la date exacte, c'est le 26 septembre 97. Il y a eu quelque chose avant le 26 septembre, un autre truc entre le 26 septembre 97 et le 26 septembre 2017, et depuis le 27 septembre 2017, il y a encore une troisième chose. Un contrat qui a été souscrit avant le 26 septembre, tous les intérêts attachés à ces primes-là, c'est exonéré. Par contre, sur ce contrat-là, vous avez le droit de continuer de l'alimenter après 97. Ou après 97, de souscrire un nouveau contrat. Que tu verses sur l'ancien ou que tu en souscrives un nouveau, tous les intérêts des primes versées entre le 26 septembre 1997 et le 26 septembre 2017, la fiscalité, c'est l'IR ou le PFL. Mais ce contrat d'avant 97 ou ce contrat d'avant 2017, tu peux encore l'alimenter aujourd'hui. Ou tu pourrais en souscrire un nouveau. Que tu alimentes un très vieux ou tu souscrives un nouveau, il va falloir identifier les intérêts attachés à cette nouvelle prime parce que la fiscalité, ça sera PFU option IR. Ça marche? Alors, j'ai une question qui est simple. La réponse est peut-être moins. Je fais un rachat sur ce contrat-là. Ça veut dire que j'ai des intérêts qui sont sur la première rectangle, sur le deuxième et sur le troisième. J'ai combien de combinaisons fiscales de taxation possibles? Je ne suis pas sûr que vous ayez déjà compris la question. Donc forcément, la réponse sera encore plus dure. Mais... Oui, c'est de la combinaison. Pour ceux qui ont fait un peu de statistiques, c'est le C, et après, tu as le nombre de chiffres potentiels et le nombre d'alternatives. Hein, pour ceux qui connaissent un peu, hein, C2, 2. C'est que tu as 2 chiffres et les 2 peuvent changer. Et après, tu trouves la combinaison. Bah, déjà, on est d'accord pour le premier rectangle, tu n'as pas le choix, tu auras forcément que exo. Ce n'est pas un souci. Mais pour le deuxième, tu pourras déjà dire « je prends l'IR ». Mais ce n'est pas parce que tu prends l'IR pour le deuxième qu'on t'a retiré les alternatives de celui d'en bas. Or, celui d'en bas, c'est quoi? C'est PFU ou IR. Donc, tu as une combinaison, une deuxième. IR, PFU, IR, IR. Mais sur le deuxième rectangle, rien n'interdit de prendre le PFL. Mais ce n'est pas parce que tu prends le PFL ici qu'on ne trouve pas les alternatives du bas, pour lesquelles tu auras également PFU ou IR. Ça fait combien de combinaisons? Ça en fait 4. IR, PFU, IR, PFL. PFL, PFU, PFL, IR. Le problème, c'est qu'après, il faut faire les déclarations. Parce que quand est-ce qu'on fait les choix? Ça paraît tout bête, mais là. Cette option, si elle vous intéresse, quand est-ce qu'il faut la prendre? C'est au moment du rachat. Là, si l'option vous intéresse, vous la prenez quand? Sur la déclaration de l'année N+1. Donc, ça veut dire que pour le même rachat, il faut voir le client au moins 2 fois. Et là où ça va en énerver quelques-uns, moi, je ne suis pas concerné, mais j'aurais pu le faire rien que pour emmerder mon banquier, parce que je l'aime bien, c'est qu'imaginons que j'ai souscrit un contrat, on est en 2019 là, j'ai souscrit mon contrat en 2016. OK? J'ai une partie des primes versées avant le 27/9/17 et une partie de primes versées depuis le 27/9/17. Ce qui sous-entend que si je fais un rachat, j'ai des intérêts
attachés à ces primes-là et des intérêts attachés à ces primes-là. Dans ce rachat, je suis obligé de racheter des deux intérêts. Les intérêts de rattacher aux primes versées avant le 27/9/2017. Ça sera quoi la fiscalité? IR ou PFL? Et le PFL sera combien? J'ai un contrat avec moins de 4 ans, c'est 35. De l'autre côté, sur les intérêts des primes nouvelles, j'aurai un PFU à combien? Ah non, là on fait que de l'IR, je ne vous ai pas rajouté les prélèvements sociaux. Donc 12,8 ou l'IR. Donc là, mon banquier va être obligé de me dire, dans ton rachat, est-ce que tu préfères l'IR ou 35? Et sur la deuxième partie, est-ce que tu préfères du PFU ou l'IR? Si moi, je suis un client change, je vais dire, mais moi, je veux que du 12,8. Je n'ai pas envie de payer 35. Je m'en fous. Je veux payer que 12,8. Et là, qu'est-ce qu'il va être obligé de me dire, mon assureur? Il va me dire, ben, Steph, je n'ai pas le choix, puisqu'il y a une partie des intérêts qui sont là et une partie des intérêts qui sont là. Sauf que si moi, je suis malin, qu'est-ce que tu lui envoies dans les dents? Je dis, mais t'es en défaut de conseil. Parce que quand j'ai versé ma prime, la deuxième, là, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Un nouveau contrat, parce qu'ayant deux contrats, j'aurais pu choisir celui sur lequel je veux. Et j'aurais retiré sur lequel? Sur celui qui allait 12,8 et j'aurais les capitalisé celui qui allait 35. C'est l'illustration même de la pertinence ou de la nécessité, depuis le 27 septembre 2017, de ne pas alimenter d'anciens contrats parce que vous mélangez des fiscalités qui font que vous êtes obligé de présenter peut-être une fiscalité ancienne qui est moins avantageuse que la fiscalité nouvelle. Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Ça marche? Donc là-dessus, il faut vraiment que vous soyez extrêmement prudent. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la zapounette. Elle est là. Donc, vigilance. Il est quelle heure? 5. Donc, fort tout ça. En synthèse, qu'est-ce qui va se passer? Coût d'épargne, capitalisation, disponibilité immédiate, à terme, transmission. Le Peuple Madelin, vu que je l'ai pris sous forme de rémunération, je vais exonérer d'IS, puisque c'est pris sous forme de rému. Mais la rému, elle sera forcément soumise à cotisation sociale. Mais je cotiserai avant impôt sur le revenu. L'assurance vie, je prends sur ma rému, donc je vais pouvoir défiscaliser la rému de l'IS. Par contre, il faudra que je passe par la casserole sociale et la casserole fiscale. Idem si j'épargne sur un PEA. Par contre, si je laisse l'argent dans ma boîte, je n'aurai pas de social, pas d'IR, mais j'aurai de l'IS à payer. L'encapsulement. L'encapsulement sur le Madelin, le PERP, l'assurance vie et le PEA, pas d'IR, pas de prélèvements sociaux. Par contre, si tu encapsules à l'IS, tous les ans, il faudra payer l'IS dessus. La disponibilité. Le PERP Madelin, il n'y a pas de disponibilité partielle. Ce n'est pas possible. On ne peut pas racheter tant qu'on n'est pas à la retraite. L'assurance vie, on a la disponibilité sous forme de rachat. Le PEA, on a disponibilité sous forme de retrait avec de la flat tax, avec une clôture totale si je retire avant les 5 ans. Alors que l'argent qui est sur la structure IS, vu que c'est du produit taxé mais non encore distribué, je l'ai stocké sous forme de réserve. Je peux la mettre en distribution un peu quand je veux. La disponibilité à terme. À terme, c'est uniquement au départ de la retraite. Sous quelle forme? Principe rente, voire dans certains cas sous forme de capital. Mais c'est spécialement pour le PERP. Vous pouvez sortir ce que vous voulez sous la fiscalité des rachats. Vous pouvez sortir ce que vous voulez avec généralement l'exo, puisque le PEA a plus de 5 ans. Et là, vous pouvez sortir ce que vous voulez, mais avec la taxe. La fiscalité successorale. Et ça, c'est fondamental. C'est un point que je n'avais pas vu, mais qui a fait l'objet d'un commentaire du BOFIP. Est-ce que vous savez que l'attribution de la rente à qui? Pas à moi, mais au conjoint. Mais je peux désigner un autre que le conjoint. Ça pourrait être mon partenaire de Pacs. Les réversions peuvent être désignées au profit de qui on veut. On pourrait même faire des réversions au profit de ses enfants. La seule chose, c'est que vu qu'il va falloir verser pendant toute la vie de mes enfants, la rente, elle va être ridicule. Mais vous pouvez faire. Le transfert de la rente au profit d'un autre que le souscripteur, parce que celui-ci est décédé, qu'il a pris une réversion, est soumise au 990. Vous savez, au-delà de 152 500, la valeur capitalisée de la rente, elle est taxée. Sauf si on a une cotisation régulière pendant au moins 15 ans. Ça doit vous rappeler quelque chose qui existait déjà en matière d'ISF. Ça, c'est une nouveauté qui a été importée par la loi de finances d'il y a 2 ou 3 ans.
L'assurance vie, c'est son régime fiscal particulier. Le PEA est ma société dans laquelle j'ai capacité. Qu'est-ce qu'il y aura? Les droits de mutation à titre gratuit. On va prendre la situation de quelqu'un qui a 47 ans. Aujourd'hui, sa société dispose d'une capacité à lui attribuer l'équivalent de 13 000 euros. Mais c'est 13 000 euros pour elle. Il faudra retirer ces 13 000, les éventuelles cotisations sociales et l'éventuel impôt sur le revenu. C'est le budget. L'IS, je vous ai mis un taux à 25. Je vais considérer qu'on aura un départ en retraite 20 ans plus tard, donc à 67, ce qui fait une capi pendant 20 ans. Qu'aujourd'hui, le taux des cotisations sociales pour un TNS, c'est 30%, donc je suis sur un TNS moyen qui a gagné au moins un pass. Que le taux d'imposition pendant la phase d'épargne, mon taux d'imposition pendant la phase de distribution sera 30%. Je suis un Français moyen, on va dire classe moyenne. Et je vais capitaliser à 2%. C'est-à-dire que l'argent va rapporter 2% par an tant que je n'ai pas fini de le rembourser. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je fais la comparaison. Déjà, si je place sur de l'épargne retraite, sur un budget de 13, j'aurai 3 000 euros de cotisation. Certains me disent, mais non, Steph, tu as dit 30%, 30% de 13 000, ça devrait faire 3 900. Sauf que les cotisations sociales ne sont jamais calculées sur le brut, elles sont calculées sur le net. Il faut donc que j'ai 10 000 euros net pour avoir à 30% 3 000 euros de cotisation, ce qui me ramène bien un budget de 13. Aujourd'hui, je peux épargner en retraite l'équivalent de 10 000. Ou alors placer sur de l'assurance vie. Mais ça sous-entend qu'il faut que je paye mes cotisations, donc je touche 10 000. Et sur les 10 000 que j'ai touchés, je repaye 3 000 euros d'hier. C'est les 30% de taux marginal d'imposition. Ce qui fait que je vais épargner en net que 7. Et vous avez celui qui dit non, non, je laisse ce pognon dans la boîte. Le problème, c'est que si tu laisses ce pognon, ta société va faire 13 000 euros de bénéfices. Et sur ces 13 000 euros de bénéfices, l'État va te prendre l'IS. Un IS à 25, ça fait 9 750. Vous vous rendez compte qu'on va donc de pouvoir capitaliser soit 10, soit 7, soit 9 750. Pendant combien de temps? Pendant 20 ans. À quel taux? 2%. 2%, sauf pour l'IS. À l'IS, on capitalise à 1,50. Pourquoi? Parce que tous les ans, il y a un quart des intérêts qui sont partis sous forme d'IS. Capitaliser pendant 20 ans 10 000 balles, ça fait 243. Capitaliser 7, ça fait 7 000. Capitaliser 9 750, ça fait 225. Présentez comme ça, votre client, il prend lequel? Celui de gauche. Sauf qu'il ne sait pas comment ça va sortir. Après, si vous dites, mais moi, ça ne me dérange pas de me paxer avec quelqu'un qui boite et qui tousse, afin d'anticiper un décès prématuré de ce partenaire, la veille où j'attiens les 225 000, c'est le gagnant. Pourquoi? Parce qu'il fera jouer le L132-23 qui permet de récupérer la totalité de la provision mathématique sans aucun impôt. Mais en dehors de ce cas-là, il va falloir lui expliquer comment ça sort. Ça va sortir sous quelle forme? Sous forme de rente. Problème, c'est qu'on ne peut pas sortir sous forme de rente des réserves qui sont dans une société. On pourra les sortir sous forme de dividendes. Donc on va comparer que l'épargne. L'épargne classique, avec un taux de conversion de 3,5, ça fait 8 500 euros de rente, 5 950. Tu te dis, putain, c'est top la rente à gauche. Sauf que ce que tu n'as pas compris, c'est le poids de la fiscalité. Parce que sur les 9 505 euros, qu'est-ce qu'il va y avoir? 10% de prélèvements, enfin 9% de prélèvements sociaux et 30% d'impôt sur le revenu. Alors que sur les rentes issues de l'épargne classique, tu paieras des prélèvements sociaux que sur 40% du montant de la rente. Vous savez, c'est la rente viagère à titre onéreux qu'on a vu tout à l'heure. Et l'impôt sur le revenu, t'en paieras 40%, voire t'en paieras pas du tout. Qu'est-ce qui fait que j'en paierai pas du tout? C'est si j'ai épargné non pas sur de l'assurance vie, mais sur un PEA. Bilan des courses, rente nette 9 330 grâce à l'épargne retraite, rente nette 4 820 sur l'épargne classique. Sauf si c'est de l'épargne sur un PEA, et là je serai à 5 541. Sous forme de rente, en dehors du PEA, il n'y a pas photo, l'épargne retraite est loin devant. Hein. J'insiste, ça c'est à vie. L'un comme l'autre. Et là Pierre-Yves me dit, mais attends Steph, il faut que tu leur fasses un calcul. Le calcul c'est quoi? C'est de leur dire, mais aujourd'hui, sur l'épargne classique, l'assurance vie, tu n'es pas obligé de sortir sous forme de rente. Tu pourrais faire des rachats. Sur tes dividendes, tu sais, sur ta cashbox, ta société bourrée de résultats net d'IS, tu pourrais sortir, taper dans tes réserves progressivement.
As-tu une idée de la durée de sortie de ces capitaux? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ma petite calculette financière en disant, aujourd'hui, j'ai 170 000 € de capital, OK, sur l'assurance vie. On va supposer que cette assurance vie rapporte 2% par an et elle doit donner 5 530 € net, c'est-à-dire le montant équivalent de la rente issue du Madelin ou du PERP. Sauf que ces 5 330, c'est le rachat après impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai considéré qu'il y avait 15% de frottement fiscal moyen sur un rachat. Ce qui fait qu'il faut que je fasse un rachat brut de 6 130. Avoir 170 000 € à l'ombre, placé à 2% et retirer 6 130 € tous les ans, c'est pouvoir faire des rachats pendant 40 ans. En commençant à 67, c'est-à-dire je suis tranquille jusqu'à l'âge de 107 ans. La même chose sur la structure IS, j'ai un capital plus important, mais surtout j'ai un taux de capi plus faible. Et surtout ce qu'il faut, c'est que je sorte davantage de dividendes, parce qu'ici, ce n'est pas la fiscalité des rachats, mais la fiscalité des dividendes. 225 000 à 1,50 et en sortie 7 615, je peux sortir de dividendes pendant 39 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge à peu près de 106 ans. Question, y a-t-il une situation qui est préférable par rapport à l'autre? J'aurais tendance à dire, ça dépend de l'espérance de vie que vous escomptez en vous. 107, ça commence à faire loin. Et la particularité, c'est que si tu meurs ici à 80, qu'est-ce qu'il y aura comme système? C'est que tout l'argent que tu n'as pas consommé, il va à qui? Aux bénéficiaires sur le contrat assurance vie. Tout l'argent que tu as laissé dans la structure IS ira à qui? Non pas aux bénéficiaires, mais aux héritiers. Donc, la conclusion, c'est que qu'est-ce qui doit vous amener à privilégier plus l'une que l'autre? Ce qui va vous amener à privilégier l'épargne retraite, c'est que vous capitalisez des primes avant hier. Donc, vous aurez une capacité à faire de la provision mathématique qui est énorme. Ce qui est fondamental, si demain, dans le plan d'épargne retraite instauré par la loi Pacte, on peut sortir à la retraite sous forme de capital. Et ça, c'est loin d'être anodin. C'est jouer le L132-23, c'est-à-dire le décès du conjoint et récupérer le pognon gratos. C'est la fameuse sortie en capital partielle actuellement sur le PERP, mais probablement totale demain sur les plans d'épargne retraite. Grâce à quoi? Grâce au dispositif de la loi Pacte. Je pense qu'elle peut révolutionner totalement l'épargne retraite. Ça, il n'y a aucun doute en la matière. Ce qui vous amène à utiliser l'épargne classique, c'est la disponibilité immédiate que vous n'aurez pas à gauche. C'est la fiscalité au-delà de la sortie, puisqu'on peut sortir via la fiscalité des rachats. Et surtout, la fiscalité par décès, qui est loin d'être anodine. Et ce qui va vous amener à encapsuler, c'est de la capitalisation sur des primes après IS, donc ne pas avoir à payer ni d'impôt sur le revenu, ni de cotisation sociale. C'est la disponibilité immédiate, c'est-à-dire que vu que vous avez stocké en réserve et que généralement l'argent est latent sur le trésor, tu as juste à mettre en réserve et tu peux sortir ton pognon. Et accessoirement, un point qui n'est pas à éluder, c'est la possibilité d'encapsuler de l'argent dans une société éligible au dispositif du TREI. Ce qui fait que ça me permet de transmettre mes réserves, non pas sur une taxation base 100, mais une taxation base. Et ça, je peux vous garantir que sur quelques milliers ou centaines, voire millions d'euros, ça apporte des épargnes qui peuvent être considérables. Probablement qu'il ne faut pas être exclusif l'un de l'autre et que la combinaison doit importer d'investir dans les trois, mais à charge aux dirigeants d'aller retenir celle qui lui correspond le mieux ou qui est le plus dans ses attentes. 10h30.